Dans le conseil des décideurs en République du Bénin figurent en bonne place les maires de nos communes. Ces autorités qui sont depuis 2 ans maintenant à l'épreuve d'une nouvelle forme de gestion des affaires locales avec notamment l'arrivée dans les communes, des municipalités, des communes, des secrétaires exécutifs. En tant que maire, que peut-on dire de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui fait son petit bonhomme de chemin depuis sa mise en œuvre au Bénin? Charlemagne Niankoti nous donnera sa lecture pour ce qui est de sa commune, la ville capitale, mais de façon générale également. À la suite de ce sujet sur Zone Franche aujourd'hui, nous aborderons également pêle-mêle des sujets liés à l'actualité politique nationale, tels que par exemple le bilan des 8 années de gestion du président de la République, Patrice Talon, la tournée annoncée des membres de la mouvance présidentielle dont il fait partie, comment les maires se préparent-ils pour la grande bataille de 2026? Et puis évidemment, la crise bénino-nigérienne ne sera pas occultée au cours de nos discussions avec Charlemagne Niankoti. Charlemagne Niankoti, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Nous allons passer ces moments de discussion à 3. Et le troisième acteur sur ce plateau, c'est William Cliquant, mon collègue. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Charlemagne Niankoti, bonjour. Bonjour, chef Franck. Eh bien, William. Justement, vous êtes homme politique béninois, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau et depuis juin 2020, vous êtes maire de la ville capitale, maire de la ville de Porto Novo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir, tout le plaisir. D'ailleurs, Porto Novo, comment se porte la capitale du Bénin? Oui, merci beaucoup et je profite de votre canal également pour envoyer mes salutations à toute la population béninoise, mais plus en particulier à celle de Porto Novo et leur souhaiter un très bon dimanche. Ceci dit, Porto Novo se porte à merveille. Porto Novo se porte bien et Porto Novo rayonne de mieux en mieux, et comme vous, certainement, vous l'auriez constaté. Voilà ce que je peux vous dire. Rayonne, Porto Novo, les administrés peuvent-ils répondre de la sorte? D'ailleurs, eux, comment ils vivent? Arrivent-ils à manger encore les boules d'acassa par les temps qui courent? Monsieur William, je peux vous dire que c'est vrai, depuis quelque temps, on parle de la cherté. Depuis quelque temps, nous avons ce ressenti que c'est un peu difficile. C'est vrai. Un peu ou difficile? Non, c'est un peu difficile, c'est vrai. Pour le maire ou pour les administrés? Non, mais pour tout le monde, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que c'est un phénomène général, qui est général aujourd'hui. C'est pas seulement au Bénin, même dans la sous-région. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, d'ailleurs, tout récemment, j'ai suivi un élément où on a fait le classement des 10 pays où la vie coûte cher en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons 2 pays francophones, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le Bénin. Ça, c'est macroéconomique. Ça, ce n'est pas le quotidien. Non, mais pour ceux qui se déplacent, oui, ils le savent. Quand vous voyagez, vous avez l'habitude de voyager, vous vous rendez compte que la vie coûte excessivement plus cher ailleurs. Le niveau de vie à Dakar n'est pas le même à Abidjan et on ne va pas comparer ça à Cotonou. Mais écoutez, qui à Cotonou, le niveau de vie, les salaires des fonctionnaires à Dakar, c'est combien? Le salaire des fonctionnaires au Bénin, c'est combien? Quel est l'écart? Il n'y a pas match. Non, Monsieur le maire. c'est pas évident. C'est pas évident. Je peux parler au moins des professionnels des médias parce que ce secteur, au moins je le connais. À Dakar, ce n'est pas comparable à Abidjan, encore moins au Bénin. Non. Parlons du Bénin, de Cotonou, de Porto Novo, monsieur le maire. Les administrés peuvent-ils dire comme monsieur le maire, que c'est juste un peu difficile? Non, mais c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est relatif, hein, mais moi, je vous le dis, c'est un peu difficile. Ça voudrait simplement dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème, mais il ne faut pas être extrémiste, parce que je sens que vous êtes extrémiste. Non, ah non, c'est vrai que la voix de ces de votre position, c'est normal que vous réagissez de la sorte, mais je peux vous dire que nous reconnaissons que les temps qui courent sont un peu difficiles. Et ça n'a jamais été facile par le passé. Aucun temps n'a jamais été favorable. À chaque période, c'est réalité. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où, effectivement, les crises que nous observons, qui pour moi sont conjoncturelles et qui vont certainement passer, aggravent un peu la situation. Nous sommes dans un environnement où, c'est vrai, le Bénin aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus du commerce, d'un certain nombre d'activités, et du fait des obstacles, des difficultés que nous rencontrons, cela aggrave un peu la situation. Mais nous en avons connu par le passé.
Avec le Nigeria, la fermeture des frontières, on n'en sommes pas morts. On est resté debout. Mais ça fait de nous un peuple, un pays responsable et digne. Parce qu'en réalité, on ne va pas tout voir. Mais qui va venir et aujourd'hui, qui peut prendre le pouvoir? On va dire, oui, la situation, bon, tout est devenu normal, c'est bien, le pays est bon maintenant, à moins qu'on ne veuille pas aller de l'avant. Allez, monsieur le maire de la commune de Porto-Novo, si Porto-Novo se porte aussi bien comme vous l'affirmez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la commune où on parle d'un de vos adjoints qui est trempé dans une affaire de bradage de domaine public? Oui, je pensais qu'on allait partir de la réforme pour en arriver là. Non, ne vous en faites pas, on a du temps. Mais je peux vous dire que lorsque vous vous fiez aux réseaux sociaux, vous lisez un peu de tout. Lorsqu'on parle de domaine public, vous savez, lorsque vous prenez le foncier, il y a ce que nous appelons les réserves administratives. Ça veut dire que dans le plan du lotissement, c'était déjà prévu pour abriter telle ou telle infrastructure. Mais il y a ce qu'on appelle les disponibles, les chutes de domaine qui résultent de l'opération de lotissement, mais qui ne peuvent pas servir, par exemple, à accueillir une infrastructure publique. Ou également, ça, c'est peut-être des doublons, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de mafias foncières dans notre pays. Peut-être que dans les livres fonciers, les gens ont mis des noms sur des domaines avec l'intention de récupérer et de s'en servir par la suite, en complicité avec les géomètres et les autorités. Du coup, du fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus où voilà, les anciens qui ont conduit ces lotissements ne sont plus là, on découvre des choses. Et ceux qui sont des techniciens se rendent compte que les numéros proposés sur certaines parties et certaines parcelles sont des numéros déjà servis. Peut-être, je vous donne un exemple, on prend un état des lieux, et l'état des lieux, je dis 1400 par exemple, d'un lot donné, mais qui, à l'état initial, a une parcelle, a une superficie de 1000 m². Superficie de 1000 m², on suppose que le coefficient de réduction, c'est 38%. Ça veut dire qu'à ce niveau, la parcelle attribuable est de 620 m². Mais au lieu de mettre 1000 m² comme superficie initiale, déjà les informations sont tronquées à la base. On peut mettre 2500, 3000 m² pour cet état des lieux. Donc, en appliquant le coefficient de réduction, on se rend compte que la superficie attribuable dépasse largement ce qui était la superficie de départ. Du coup, les gens utilisaient ces méthodes-là pour s'attribuer des parcelles et utilisaient les mêmes états des lieux pour réclamer, revendiquer. Donc, il y a un travail qui a commencé. Vous auriez appris que depuis quelque temps, l'ancien chef de service affaires domaniales de la mairie de Porto-Novo depuis plus de 3 ans est en prison. Tout récemment, nous avons déniché un réseau de faussaires fonciers où les gens falsifient ou bien ils fabriquent des faux documents pour pouvoir s'approprier ces domaines, ces petites réserves, dont, en tout cas, c'est disponible dont je parlais tantôt, mais tout ça en complicité avec des géomètres. Des géomètres sont allés en prison. Actuellement, il y a des géomètres en prison à Porto-Novo. Mais pour ce qui concerne mon collègue, le dossier est déjà au niveau de la justice. Je ne prendrai pas le risque de rentrer dans un dossier qui est déjà au niveau de la justice. Monsieur, mais vous voulez dire que M. Tozo n'a pas pris une réserve administrative de Porto-Novo? Non. C'est une information qui je voudrais vous dire, relative à je voudrais vous dire, bon, à ma connaissance pour les informations qui me sont parvenues, il s'agit d'une disponible. Quand je parle de disponible, c'est différent de réserve. Il s'agit d'une disponible. Dans les livres fonciers, ce domaine est au nom de quelqu'un. Donc ce n'est pas une réserve administrative. C'est un domaine qui est au nom de quelqu'un, mais il y a une subtilité qui est souvent utilisée pour mettre les choses avec les mots usuels. Est-ce que c'est une subtilité ou c'est un vol de l'autorité? Non, c'est pas du tout l'intention que vous lui prêtez. Et il est tombé certainement dans une erreur. Il a commis une erreur, ça c'est vrai. La justice aura le temps de clarifier. Et vous savez, c'est pas facile d'accepter de pareils opprobres.
Hein? Et ce qui arrive à notre collègue Tozo, ça nous affecte tous. Mais on ne peut pas laisser une image aussi négative de la ville. C'est vrai que la personne de notre collègue Tozo, il a sa nature. Il a commis une faute. Mais pas telle que les journalistes l'ont décrit. Et à l'étape actuelle des choses... Ce que je peux vous dire, oui. pour que vous compreniez tout ce qui s'est passé, oui. Pour que vous compreniez même, pour que vous ayez une idée de ce qui se passait au niveau des affaires domaniales, pour la plupart des communes, mais en particulier à Porto-Novo. Mais ce domaine incriminé là, je vous avoue ici maintenant, voilà une disponible qui était là. L'ancien chef service affaires domaniales qui est en prison, qui a pendant plusieurs années occupé ce poste, savait bel et bien que c'est une disponible. Mais il est allé chercher un numéro qu'il suppose n'ayant pas été servi par le passé. Et il s'est attribué ce domaine-là. Il s'est attribué ce domaine en mettant devant le nom d'une de ses copines. Mais il s'est donné, il a pu se donner, et comment on appelle une compulsion, il a pu avoir la certification du géomètre sur ce domaine, mais la seule chose qu'il n'avait pas pu avoir jusqu'à notre arrivée, c'était la signature des conventions par le maire délégataire des affaires domaniales de 2015 à 2020. Celui-là ne l'avait pas signé. Mais à l'arrivée de notre collègue, sans rentrer dans les détails, il a été poussé par ce chef de service qui était encore en fonction, dans l'ignorance de ce que c'était un domaine qui s'était attribué. Bon, avec d'autres éléments que je ne voudrais pas dans les politiques ne sont pas en train de trouver un bouc émissaire cadre technique à une histoire qu'on connaît au maire à leurs adjoints. Je vous dis, c'est à la justice ce dossier. Ce que je dis, vous allez rentrer dans le dossier, vous allez comprendre. La dame dont le nom figure sur le domaine a avoué qu'en réalité, elle n'est qu'un prêtre, non. Que ce n'est pas sa parcelle. C'est parce qu'elle est la copine de tel. Bon, il a acheté ça en son nom. C'est ce qu'elle pensait. Mais la réalité, c'est tout autre. Donc, vous voyez, on aura le temps de comprendre ce dossier. Monsieur le maire, je regrette un peu ce qui est arrivé à mon collègue. Et il aurait dû faire un peu attention et éviter un certain nombre de choses et nous n'en serions pas là. Monsieur le maire, on sent que c'est un dossier qui dérange un peu, et vous l'avez dit, ça pourrait ternir l'image de votre commune, mais qu'est-ce qui est fait pour éviter ces genres de situations qui sont préjudiciables au développement de nos communes? Quelle est la thérapie? Et la thérapie, c'est la réforme qui est engagée. Et c'est là où j'en venais. Parce que vous avez prévu qu'on en parle. Mais je peux déjà vous dire à ce niveau, aujourd'hui, ce qui rattrape notre collègue, c'est les actes qu'il a pu signer dans la période de 2020 à début 2022. C'est tout. Bon, imaginez un instant qu'il n'avait pas eu à charge, il n'avait pas cette délégation, et qu'il n'avait pas à s'impliquer dans cette gestion. Vous pensez qu'aujourd'hui, il serait écloué? Non. Parce qu'il y a une chose, je vous ai dit aussi, que voilà le domaine, les papiers que lui il a signés, le technicien savait pertinemment que là, il est en train de glisser une peau de banane. C'est ça le problème. Mais comment lui, il a quel pouvoir? Comment saurait-il ce qu'on était en train de lui préparer? Encore moins un secrétaire exécutif. On n'a pas réglé le problème alors. On a réglé le problème parce que, comment? Vous savez, ils sont des techniciens. Ils sont censés être des techniciens. Que ce soit la chose administrative, de la chose administrative, mais pas de la chose non, mais la table, financière. Vous savez, quand on prend les affaires domaniales, ça dépend de la direction de l'agriculture et de la direction des affaires domaniales et de l'environnement. Mais avant d'être responsable des affaires domaniales, c'est qu'on s'y connaît. On ne se lève pas pour aller là. Il y a un profil. Il faut respecter le profil pour être retenu. C'est pourquoi, même à ce poste, on s'est rendu compte qu'au début, on n'a pas pu pourvoir au 117 parce qu'on n'a pas eu les profils indiqués et à des niveaux des gens cumulés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais aujourd'hui, est-ce que le problème est réglé? Profil, l'adéquation, profil, poste, est-ce que c'est réglé dans les communes à la fin de cette réforme? Vous savez, une chose est d'avoir le diplôme, une autre est d'avoir la compétence.
Hein? Mais s'il faut tenir compte des diplômes, on va dire que ce problème est réglé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une chose est d'avoir plus la compétence, parce que c'est des acteurs opérationnels. Là, à ce niveau, on ne peut pas dire que tout est réglé, mais certainement avec les renforcements. Pourquoi la réforme a réglé le problème alors si, comme beaucoup d'autres maires, vous vous plaignez de la compétence effective de ces cadres titrés et auréolés, de beaucoup de diplômes universitaires sur des questions qui sont censées être de leur domaine de compétence, mais que les mairies continuent à souffrir, et surtout que peut-être Charlemagne-Mankouti ne serait pas induit dans une erreur comme celle-là dans très peu de temps. Vous savez, c'est vrai, on a démarré une belle réforme. Moi, j'aurai le temps de vous faire des témoignages. Je peux vous avouer que loin de tout ce qu'on pense, loin de tout ce qu'on dit, dans les réalités, on reconnaît qu'il y a une difficulté. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement en termes de renforcement de capacité de tous les acteurs, que ce soit acteurs techniques que politiques. C'est pour pallier, c'est pour remédier, c'est pour corriger ces difficultés, ces genres de difficultés. Donc, rien ne peut être parfait à 100%. Rien. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette réforme, monsieur le maire? Quand je sais que vous et votre secrétaire exécutif, ce n'est pas forcément la lune de miel. Qu'est-ce qu'il y a de bon, Charlemagne-Mankouti? À Porto-Novo, cette réforme a apporté quoi? Merci beaucoup. Moi, je vais vous donner l'exemple de Porto-Novo que je connais le mieux. Vous savez, quand on est rentré dans cette réforme, j'ai la chance d'être un des acteurs au niveau de la cellule au départ, pour le tirage, donc je connais l'esprit un peu. Mais quand on a commencé la mise en œuvre de la réforme, je peux vous dire que j'étais en difficulté avec mon SE. Tout le monde le sait. Vous étiez ou vous y êtes? Je ne suis plus en difficulté. Vous savez... Qu'est-ce qui vous divisait? C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Je vous dis, mais il y avait d'opposition. Parce que pourquoi? Les intrigues politiques en notre propre sein, les intoxications, parce que vous savez, la communication qui a entouré la réforme, c'est ça qui a plus porté atteinte à la réforme. Comment? La réforme en elle-même n'a aucun problème. La réforme, mais si vous aviez suivi au début, la communication était telle, ça a donné l'impression aux gens que, bon, les maires ne sont plus rien, les SE sont venus, c'est eux qui supplantent les maires, c'est eux qui détiennent tous les pouvoirs. Donc, au niveau de la commune de Porto-Novo, vous vous êtes imposé? Non, je ne me suis pas imposé, je suis resté conforme aux tests. Et je pense que c'est ce que tous les maires essayent de faire. Mais les tests vous fragilisent légèrement les administratifs. Les tests nous ont enlevé certaines prérogatives. Et surtout les prérogatives qui nous induisent beaucoup plus dans des problèmes après. Vous voulez dire que vous dormiez maintenant? Je dors bien. C'est ça ce que je veux vous dire. Vous savez, je disais tantôt que avec ma SE, ça avait mal commencé. On écrivait dans les journaux. Il y avait des gens qui l'incitaient. C'était quoi la pomme de discorde? Non, il n'y avait même pas de pomme de discorde. Au fait, il faut comprendre que les gens sont venus, bon, on suspectait tout le monde de faux, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut dénicher, tout ça. Mais je peux vous dire que quelques mois après, elle s'en est rendue compte. Je n'ai pas fait de bruit. Chacun rentrait dans son couloir. Parce que moi, d'abord, je suis resté dans mon couloir. Mais j'ai signalé que voilà. Ce ne sont pas laissez-moi. J'ai signalé que politique. Il n'y a même pas de la guerre. Il n'y a même pas de conciliabule. Est-ce que la réforme en elle-même, il n'y a même pas de conciliabule politique. Je peux vous assurer. Il n'y en avait même plus. Même pas. Charlemagne-Mankouti, est-ce que la guerre conseiller UPBR ne s'était pas déteinte? Non, dans les cadres administratifs au niveau de cette réforme à je vais vous dire. Oui. De 2020 jusqu'en 2024, en 2024, je ne veux pas dire qu'il y a de guerre conseil UPBR. Il n'y en a pas. Ça, je vous le dis. Et vous êtes sincère là? Et je suis sincère. Il n'y a aucun problème. Aucun. Charlemagne-Mankouti, je ne vous crois pas. Non, et beaucoup de béninois ne vous croient pas. Non, je vais vous dire. Je vous dis, il n'y a aucun problème. Vous savez, qu'est-ce qui était les problèmes entre les conseillers avant? C'est les avantages. Mais il n'y a pas d'avantage particulier. Le maire ne gère pas les marchés publics. Le maire ne gère pas... Qu'est-ce qu'il peut me diviser? Dites-moi. Si vous ne me croyez pas, qu'est-ce qui peut diviser des élus? Regardez sur toute l'étendue du territoire et comparez la période de 2020 où on est déjà parti de 2022
à la date d'aujourd'hui, où la réforme est rentrée en vigueur, et comparer ça par rapport aux années antérieures, les tensions qu'on observait dans les conseils communaux, mais vous n'allez pas me dire quand même que c'est ainsi aujourd'hui. Personne n'ouvre votre porte pour vous dire, mais je veux tel marché, je veux que tu m'aides monsieur le maire, je veux que vous m'aidiez à avoir telle ou telle chose. On concentre tout sur les marchés. Et on sait très bien, vous et moi, que c'est là où se trouvent les problèmes. Moi, je dis une chose, la réforme a réglé certains problèmes, mais elle en a créé d'autres. Ne me demandez pas de citer. Évidemment, non, d'une réforme. Évidemment. Et moi, je trouve qu'il y a à redire. Vous avez à nous convaincre aussi des choses. Je vais vous expliquer. Laissez-moi. Comme je vous le disais tantôt, à l'arrivée de ma SE, au début, il y avait des incompréhensions, mais j'ai surpassé. Il faut savoir surpasser. J'ai eu la chance de diriger des institutions avant d'arriver là, de gérer des hommes avant d'arriver à mon poste. Donc ça m'a permis de prendre de la hauteur, mais de savoir signaler à la cellule ce qui n'allait pas, mais très tôt. Est-ce que vous êtes finalement maire de Porto Novo aussi? C'est une cellule j'ai toujours été maire qui vous télévise et à laquelle vous vous plaignez pour votre secrétaire exécutif. C'est une cellule de suivi de la réforme. Et vous en êtes fier? C'est une cellule de suivi de la réforme. C'est la loi qui l'a érigée. Qui chapeaute le maire élu par les Porto-Noviens? Non. Ou qui doit recadrer la cellule dans leur fonction. La cellule n'est pas dans notre organigramme, s'il vous plaît. Mais vous avez à vous plaindre à la cellule? Non. C'est une unité qui est mise en place pour nous accompagner dans cette réforme, pour le début de la réforme. Donc, ça veut dire que la cellule est censée remettre chacun dans son couloir. Si on ne veut pas aller en opposition, si on ne veut pas mettre en péril la réforme, mais il faut quand même informer qui est de droit. Puisque c'est une cellule qui est installée, qui a été mise en place pour nous accompagner, mais il y a des problèmes. Qui est de mieux pour résoudre ça? Techniquement, vous avez fait recours à la cellule a recadré. C'est pour vous dire que les problèmes, non, c'est pas que les problèmes ont manqué, mais je peux vous avouer que depuis 2022, fin 2022 jusqu'à aujourd'hui, renseignez-vous. Tout va bien. Parce que quand chacun connaît son couloir, il ne doit pas avoir de problème. Alors, monsieur le maire, je viens. Je vois que la réforme. Rapidement. Je vois que la question pour vous. Mais je peux vous dire, à contrario, vous savez, je suis maire. Moi, cette année, les gens, même moi, ont écrit, c'est-à-dire il y a eu une dénonciation sous anonymat au ministre des Finances. On a envoyé l'IGF. Le dénonciateur, là, il a mis un faux nom, il a mis un faux numéro. Et pourtant, on nous dit que c'est politiquement. Voilà. Mais les inspecteurs ont fait plus d'un mois. Ils ont inspecté. J'ai été félicité. Mais je peux vous dire, vous pensez que si on nous laissait la main pour gérer, on va beau être prudent, il y aura des pièges dans lesquels on va tomber. Mais l'esprit de la réforme, c'est vrai, le président n'a pas l'intention, nous sommes des politiques, et il faut reconnaître une chose, il faut le savoir. C'est l'action politique qui détermine tout dans le pays. C'est les politiques. Le président qui est là ne peut pas prendre une initiative, ne peut pas faire une réforme qui va fragiliser les politiques. Si demain, on est appelé à perdre le pouvoir, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, ça peut sombrer. Donc, ce n'est dans aucun intérêt pour le chef de l'État ou pour ses partisans, pour nous aussi, de nous lancer dans une réforme qui, demain, va nous causer des problèmes. Mais j'avoue que moi, il y a un côté Charlemagne, je le dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, la réforme présente beaucoup d'avantages pour l'élu que nous sommes. D'abord, comme vous l'aviez dit tantôt, là où je suis aujourd'hui, je suis tellement à l'aise parce que je sais que demain on ne viendra pas toquer à ma porte pour dire il y a malversation. Donc, parce que je ne gère pas l'argent, parce que je ne gère pas les marchés, je donne des orientations. On ne viendra pas toquer à ma porte. Vous pensez que si un maire qui aime la liberté d'expression et qui demain, je suis maire aujourd'hui, je suis conseiller
je peux décider d'aller ailleurs. Si tu te mêles à des choses qui vont t'emballer, tu penses que tu peux avoir cette liberté? C'est une réforme qui nous donne une certaine autonomie. Et là où je suis, tantôt on a parlé de mon collègue, j'ai eu de la chair de poule. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste avant la réforme. Si on laissait, depuis ce temps jusqu'à maintenant, combien de dossiers de ce genre seraient dans le tiroir? On ne sait pas. Donc les politiques à la tête de nos mairies sont tous corrompus et ils ne devraient pas gouverner. Je n'ai pas parlé de corruption. Une réforme comme celle-là, ils sont des filous ou des gens incapables de se tenir devant les deniers publics. Il fallait ça pour les mettre dans une cage. Je partage votre point de vue. Vous savez, ce n'est pas parce que tous les dirigeants sont des corrompus. Non. Mais a priori, il faut reconnaître que il y a de ces erreurs qu'on peut commettre. Quand je dis erreur, vous savez, tout n'est pas lié au détournement. Vous pouvez signer des choses qui vont se retourner contre vous. Tel que ça se passe maintenant. Donc, moi je crois que c'est un diagnostic, et ça il ne faut pas qu'on perde ça de vue, c'est un diagnostic qui a conduit à cette réforme. N'oubliez pas qu'au début de sa mandature, le chef de l'État avait commandité un audit au niveau de toutes les communes du Bénin. Mais pourquoi les résultats ne sont pas sortis? Posons-nous la question, regardons-nous en face. Charlemagne Nyakoti, c'est un cadre qui a induit votre deuxième adjoint aujourd'hui dans les liens de la justice en erreur. Aujourd'hui, vous pensez que des cadres sont la baguette magique pour le développement des communes. Est-ce que vous ne pensez pas que d'autres cadres, aujourd'hui, même sous l'impulsion de la réforme, pourraient amener les mêmes politiques à des difficultés, à des problèmes? Vous savez, les périodes, les temps ne sont pas les mêmes. Les cadres dont on parle, tout dépend de l'intention de chacun. C'est pour ça que je dis souvent, en temps normal, là où nous sommes, quand vous regardez les maires du régime de la rupture, vous allez constater que notre comportement, nos manières de faire diffèrent. Même les anciens ont dû s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui mentalement a changé. Vous êtes torturé? On n'est pas torturé. Mais on est en train de voir la discipline dans laquelle on est en train de nous conduire. Mais on savait tout ce qui se passait. On crée la chose publique beaucoup plus qu'avant. qu'avant. Beaucoup plus la chose publique aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, comme vous le dites. Alors, monsieur le maire, quelles sont les performances que cette réforme a permis, disons, à Porto-Novo d'atteindre aujourd'hui? Si on doit évoquer des statistiques, citer de façon matérielle, vous en êtes où dans la réforme? Vous savez, nous sommes à 2 ans de réforme. C'est trop tôt. Oui. 2 années dans un mandat de 6 ans? Oui, 2 années dans un mandat de 6 ans pour évoquer c'est-à-dire les transformations extraordinaires que la réforme en elle-même peut apporter, mais peut-être en termes d'amélioration des indicateurs de performance, on peut dire qu'il y a des efforts. C'est vrai, c'est timide, ce n'est pas encore ça. Tout dépend de la manière dont on manage. Vous savez, je peux vous dire, quand nous prenons Porto-Novo, au début, quand nous sommes arrivés, nous avons impulsé une dynamique. Avec la réforme, il a dit que oui, les SE, c'est eux qui ont la responsabilité de prendre des initiatives pour renflouer les caisses. Du coup, c'est pour ça que je dis, la réforme, elle est ajustable quelque part. On en arrivera. C'est pour ça que je disais tantôt, elle a réglé beaucoup de problèmes, mais elle en a créé d'autres. Mais du coup, pour des questions de stratégie de mobilisation, les débats ne se font pas encore. Parce que les territoires sont plus maîtrisés, connus par les élus que nous sommes, que les techniciens. Mais ailleurs, ce n'est pas le même discours qui se tient. Dans d'autres communes, les gens sont passés du million au milliard déjà. Ah oui, bon, c'est la preuve que la réforme a marché, quelque part. Quelque part. Et pourquoi ça marche? Qu'est-ce qu'il en est? Non, mais écoutez, vous savez, quand vous avez trop de potentialités qui n'avaient pas été détectées, et qu'on arrive et qu'on détecte, ça peut booster. Porto-Novo, il faut comprendre que ce n'est pas une aussi grande ville
sa proximité avec le grand voisin de l'Est. C'est pas une raison, parce que l'informel, vous savez comment ça fonctionne. Hein, comment l'informel va contribuer en dehors de l'occupation des domaines publics que nous de nouvelles choses avez-vous déjà inauguré, de nouvelles choses, des infrastructures, des choses que la ville de Porto-Novo a réalisées depuis que la fameuse réforme est là, et comparativement à la période où vous avez eu votre latitude. Ne voyez pas, je pense que vous êtes un peu dur avec la réforme. Chers amis. Comme beaucoup de le disent, je rapporte. Je pense que vous êtes un peu dur par rapport à la réforme, mais je peux vous dire que ce n'est pas pour autant mauvais comme vous le pensez. C'est nous qui sommes dedans. Nous avons perdu des privilèges, oui c'est vrai. Nous avons perdu en termes de, disons, l'autorité n'est pas perdue, on n'a pas perdu au niveau en termes d'autorité, mais... Pourquoi vous ne dites pas la chose? Je cherche... Et ma question, vous n'y avez pas encore répondu. Non, je cherche le mot qui correspond le mieux à ce que je veux dire pour ne pas trahir mon intention. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut reconnaître... C'est-à-dire que la concentration de toutes ces... le maire était plus puissant. Il faut reconnaître, le maire était à lui seul l'organe exécutif, pas le passé. Le maire, c'est lui qui décidait. Administrativement. Même les agents maires pouvaient être là. Au niveau de, comment on appelle, de la municipalité, il y a des questions, c'est quand on veut aller en session, il faut préparer un certain nombre. Mais le maire, c'est celui-là qui donnait des instructions. Il n'a pas besoin de consulter son premier agent au maire, ni son deuxième agent au maire, ni personne, c'est lui qui... Mais aujourd'hui, c'est une gestion collégiale. C'est le conseil de supervision. Ça veut dire qu'en réalité, les grandes décisions, les autres collègues ne peuvent pas dire qu'ils ne s'y retrouvent pas. Au fait, il faut reconnaître que la loi a quand même corrigé, la nouvelle loi, le code de l'administration a corrigé. Qu'est-ce que vous reprochez à la réforme, Charles Magnocouti? Ce que je reproche à la réforme. Oui. Et qu'on pourrait corriger pour le bien de... Non, oui, merci beaucoup. Non, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que au niveau de la réforme, et en parlant de l'autorité des maires, nous constatons simplement que la communication qui a accompagné cette réforme, les SE, certains d'entre eux, perdent de vue qu'ils sont, même si les liens hiérarchiques qui nous lient est fonctionnel selon le cas entre le SE et les maires, nous constatons simplement que certains SE ne donnent pas l'impression qu'ils sont venus pour soutenir les maires, pour soutenir les conseils communaux. Parce que le constat simple, c'est quoi? Vous constatez au niveau des conseils communaux, dans l'administration communale plutôt, même les agents narguent les élus. L'élu même, l'estime de soi, ça s'est fragilisé. On ne sait même pas si on représente quelque chose. Oui, mais vous devez régler ça, non, vous, en tant que maire. Vous pouvez régler justement, ça. Parce que la loi dit, c'est le secrétaire exécutif qui est le responsable de l'administration. Le maire est l'autorité politico-administrative. Lorsque ça déraille, moi, j'ai sévi à Porto pour un des cas du genre. Le conseil de supervision a été saisi parce qu'on a constaté qu'il y a un agent indélicat qui se prend pour ce qui n'est pas. Mais le conseil a demandé, a instruit, après une session, a demandé à la SE de donner une demande d'explication et de sanctionner. Il a été relevé. Mais ça, c'est parce qu'il est chef de service. Parce que la loi nous donne le pouvoir de nous prononcer sur la nomination du chef de service. Si c'était un autre cas, le SE serait compétent peut-être. Si c'était les chefs de division et consorts, c'est le SE seul qui est compétent. Et c'est dans ce cas-là, c'est dans ces lots qu'on voit des agents très indélicats, où on nargue les élus. Plus élus que vous-même. On nargue les élus parce qu'on sait que toi, élu, tu ne peux rien me faire. Celui qui est mon patron, c'est... Donc ça fait partie des aspects qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut qu'on revoie. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut revoir d'autre dans la réforme pour la rendre plus dynamique? Je pense que là où je suis ici, je ne peux pas tout évoquer. Alors, moi, j'ai eu la chance d'écouter un maire qui a dit par exemple que malgré tout ce qui est mis dans la réforme, eh bien la procédure de passation des marchés reste encore très lourde.
Non, Est-ce que vous êtes de cet avis, par exemple? Non, je ne suis pas de cet avis parce que, au-delà de tout, la procédure, c'est toute une procédure. Il faut savoir que même quand on prend la PRMP, elle va vous dire, écoutez, nous, par exemple, on a un marché qu'on veut résilier. Je vous donne un exemple. Quand je prends le 4e arrondissement chez moi, avant que nous on arrive, ils ont lancé un marché. Avant qu'on arrive en 2020. Mais l'entrepreneur a abandonné le marché. L'entrepreneur a abandonné depuis 2021, 2020-2021. Nous courons derrière la résiliation de ce marché. L'entrepreneur même est d'accord, il a abandonné. Mais juste à la date d'aujourd'hui, ça va vous surprendre. Mais là, quand la SE est venue, la PRMP, même en conseil, plusieurs fois, là où on est maintenant, on rentre en période de pluie, c'est la cour de l'arrondissement sera bientôt inondée encore. Chaque pluie c'est inondé. Mais on nous dit quoi? On dit, oui, on a saisi la RMP. Après, la RMP a dit de voir le contrôle le contrôle de passation des marchés publics. Et puis c'est un ping-pong. Et nous, on est là. Mais est-ce que c'est les techniciens qui sont venus? C'est pas pour les porte-noviers ou les cadres vous font subir? Non, c'est la question de procédure. C'est la procédure de passation même qui doit être revue. Il faut qu'on essaie de voir les dérogations qu'il faut dans des cas d'urgence. C'est ça. Donc, moi, je ne voudrais pas... Mais on vous craint assez, vous risquez d'en abuser encore, vous élus. Non. Moi, je dis tantôt, je ne veux plus rien à faire avec les marchés. Vous savez, l'un des avantages de la réforme, c'est aussi ça. Parce que quand vous, admettons qu'on laisse la passation des marchés aux maires, comme par le passé, combien de personnes vous allez donner et les autres qui n'auront pas reçu? Parce que qu'est-ce qu'on observe? Vous venez, tout le monde est entrepreneur chez nous ici. Et tout le monde est soutien du maire. Et donc, quelqu'un vient et dit, je veux de marché. On te donne un petit présent, on veut de marché. Et on attend à ce qu'il y ait un retour parce qu'on t'a donné un petit Monsieur, présent. mais si je vous garantis votre élection en 2026, vous auriez voulu revenir à la tête de Porto Novo avec ce que vous voyez comme situation. Je vais vous dire, moi, j'ai une passion de servir. Parce que les fonctions que j'ai occupées m'ont toujours mis en contact avec la population à la base. Lorsque vous avez ce souci d'aller régler, d'écouter les populations à la base, de chercher à leur donner satisfaction, rien ne vous empêche. La réforme les satisfait aujourd'hui? Les choses en l'état permettent aux populations d'être satisfaites? Vous savez, la réforme n'a rien changé. Quand vous dites, c'est ça, la satisfaction, la réforme, elle est là pour renforcer la satisfaction de la population. La belle preuve. Cela se constate. La réforme, bon, la satisfaction, c'est quoi? Il faut partir des compétences des communes. Quand on prend les écoles, on va construire. Aujourd'hui, on est sûr d'une chose. Les constructions que nous faisons sont beaucoup plus de qualité que ce qui se On en a fait combien déjà depuis? Ah non, mais moi j'ai fait mon bilan tout récemment. Nous, on a fait pas mal au niveau le vieux Porto Novo n'est pas content. Porto Novo, Ville Verte, ils ont été oubliés. Les marchés, ils sont des infrastructures. Il ne faut pas qu'on saute d'une thématique. Ce sont des inquiétudes des populations. Par rapport au bilan, par rapport à non, à Porto Novo, on ne vous dira pas ça. Je vous mets au défi. Et qui nous a dit ça alors? Non, pas du tout. Ça, on l'a su. Non, pas du tout. Il faut moi, je vous dis, j'ai fait ma réédition, j'ai fait de réédition sur les ouvrages scolaires et les ouvrages les infrastructures scolaires. Les infrastructures scolaires. Mais ce que nous on a fait en notre mandature, ça ne s'est jamais passé. Quand nous prenons l'enseignement maternel et primaire, en termes de construction, nous avons battu tous les records. Aujourd'hui, alors je vous parle, on est en train de faire la remise des chèques pour les TD au niveau de la ville. Je sais tout ce que nous avons fait dans ce secteur. Quand nous prenons le secteur sanitaire, dans quelques jours, nous allons remettre des équipements pour près de 200 millions. Écoutez, je voudrais vous dire, nous ne sommes pas alarmistes sur la question de la réforme, chers compatriotes. Nous sommes dedans. Nous, les maires, nous reconnaissons que nous avons perdu des privilèges, nous avons perdu, disons, en termes d'avantages, tout ça. Mais moi, je pense que lorsqu'on est convaincu d'une chose, on sait que en perdant ceci, cela me garantit telle chose.
Qu'est-ce qui pose problème pour la finition du marché de Wando et de quelques autres marchés qui sont l'objet de plaintes des femmes de Porto-Novo? Merci beaucoup. Nous avons 2 marchés qui sont en construction. Le marché à Wangbo et le marché de Wando. Voilà. Le marché à Wangbo est fini. Là, ils sont en train de faire les derniers travaux au niveau des voies d'accès. Vous pouvez aller vérifier. Et je pense que d'ici, au plus grand tard, octobre, les femmes doivent pouvoir intégrer ce marché. Les Porto-Noviens ont noté devant leur télévision. Hein? Non, je suis membre du conseil d'administration de la LANGEM. Donc je suis mieux placé pour vous le dire. De toutes les façons, qu'est-ce qui a bloqué les travaux depuis tout ce temps? Non, rien. Vous savez, si vous suivez, c'est pas que Porto-Novo, même à Cotonou, les marchés sont construits. Mais il y a un standing aussi intérieur que le chef de l'État a souhaité. On ne peut pas construire d'aussi beaux bâtiments et laisser chaque commerçante ou commerçant amener son étal ou c'est comment on appelle ces étages. Quand même, il faut le chef de l'État a souhaité on commande des étals. On a pensé en recevant le plan de construction. Non, écoutez, il faut savoir que les choses se font par étapes. Parce que c'est curieux, c'est à la fin de la construction du marché, de la bâtisse, qu'on découvre qu'à l'intérieur, il faut des commodités qu'on n'avait pas prévues. Non, vous savez, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de propositions. À des moments donnés, on a jugé certaines propositions qui n'étaient pas appropriées. Mais aujourd'hui, c'est retenu et c'est fini. Donc, patientez. Ce qu'on a fait depuis, on a eu la patience jusque-là. Patientons encore un peu, M. William. Patientons un peu. Moi, je dis... Vous avez 2 ans encore, hein? Non, mais ça ne fera même pas. C'est dans quelques mois. Là, vous allez voir les marchés de Cotonou bientôt. Ils seront ouverts. Alors, il y a longtemps. Pour Wando, je veux vous Wando surtout, oui. Wando, vous savez, il y avait un premier plan qui a été fait. Si vous observiez bien, les travaux avaient démarré sur le site du marché Wando. Mais seulement que c'était en étroit. Parce que dans le projet de départ, ils ont tenu compte in extenso de l'emprise de départ du marché. Or, l'emprise de départ donnait l'ouverture du portail principal sur la grande voie. Après les travaux de la route inter-État numéro 1, on a grillagé tout le long du marché. Donc, du coup, on se rend compte qu'il n'y aura plus le portail principal du côté du Goudron. Les travaux avaient déjà démarré sur le site. Mais nous avions fait observer que ça enclave le marché. Parce que là, le portail principal de ce marché, qui est le deuxième grand marché, va passer par une voie de 10. Et à travers les habitations. Ça pose un problème. Le problème a été posé à l'agence du cadre de vie. C'est remonté au niveau du ministre du cadre de vie. Et des études et réflexions, il s'est avéré que vraiment c'était important de dédommager encore des îlots entourant, en tout cas quelques îlots aux abords de l'emprise de départ. Maintenant, il faut soumettre ça au chef de l'État. Et ça a été soumis. Le chef de l'État a jugé pertinent. Bien que les travaux avaient déjà démarré, on a dû surseoir. On a repris les études. On a intégré maintenant. C'est pour ça que vous allez constater, pour ceux qui sont habitués à Porto-Novo, il y avait des maisons à étage le long, à côté de l'emprise initiale du marché Wando. Et donc, du coup, on a élargi maintenant désormais l'emprise du marché jusqu'à la voie pavée qui va vers le CEG et Diacampévi. C'est pour vous dire que c'est vrai, ça avait démarré, mais le gouvernement a voulu mieux faire. Si à Wangbo, on doit attendre en octobre pour l'inauguration, la remise. Pour Wando, c'est prévu pour... Non, mais pour Wando, je pense que d'ici 2 ans, ça doit pouvoir finir. L'Allemagne continue va pour... Non, je dis... c'est beaucoup trop, mais pour ces femmes qui sont au soleil, sous les intempéries, pour chercher... Mais les femmes sont relogées. Ça me surprend que vous preniez cette défense. Les femmes... Wando, c'est le marché principal de Porto-Novo. Et les femmes... Nous n'avons pas reçu des plaintes dans ce sens. C'est pour cela que ça me surprend. Parce que vous, monsieur le maire, que vous suivez les non, mais écoutez, les grogneurs, il y en a qui en ont fait une profession. Non, même si les femmes elles-mêmes interviennent. L'inspiration des populations. Non, les femmes, vous savez, il y a des associations de femmes avec qui nous échangeons.
Alors je vous parle. Des leaders qui Je vous dis, politiquement. alors les femmes qui sont dans les marchés. les vraies femmes qui sont les responsables des femmes, les responsables même des marchés. C'est des gens avec qui nous discutons. À l'heure où nous sommes là. Qui occupent toujours des places dans les marchés? Qui occupent des places dans les marchés. Qui occupent des places dans les marchés. Mais c'est avec elle qu'on a conduit tout le processus de relogement. Alors je vous parle. On est en train de déplacer les femmes, par exemple, de là où elles sont relogées au niveau de Awambor, au bord de l'avenue du président Modi. Vous savez, on a relogé les bonnes dames là. On est en train de les déplacer maintenant. Monsieur le maire, l'hôtel de ville, vous en êtes fier? Mais très fier, laissez-moi finir ici. Mais pourquoi il n'y a pas de grogne? C'est parce que nous échangeons, on est en contact permanent. Donc, rassurez-vous, et je voudrais profiter de votre canal et rassurer les bonnes dames de Porto-Novo, les commerçantes, les femmes des marchés, pour leur dire que, comme je le leur avais déjà dit, le marché, pour ceux qui sont du marché à Pongbo, d'ici octobre-novembre, elles vont être intégrées. Moi, je suis allé à la bonne extrême. Mais pour ce qui concerne le marché Wando, elles aussi, elles voient. Elles voient comment les travaux évoluent maintenant à un rythme très accéléré. De continuer à faire confiance au gouvernement. Moi, aujourd'hui, il faut reconnaître que dans la vie, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Et je viens de vous expliquer ce qui a justifié le retard qu'on a observé. C'est parce que nous avons une ambition plus grande pour ce marché. D'accord. Voilà. William, l'hôtel de ville, pendant que des communes secondaires, des communes, bon, je ne voudrais pas faire l'affront à ces communes, je cite par exemple Banikwara, ces communes-là qui n'ont pas votre taille, votre gabarit, ont des hôtels de ville très appréciables. Porto-Novo reste toujours à la traîne, ça ne se comprend pas, la ville capitale. Merci beaucoup, cher Franck. Je comprends ta préoccupation, d'abord parce que tu es de Porto-Novo, et Porto-Novo, c'est pour tous les Béninois. Moi, je me suis dit, Porto-Novo, c'est la capitale du Béninois. Et c'est normal qu'on se préoccupe de tout ce qui s'y passe. Et effectivement, nous ne sommes pas fiers. Il faut se regarder dans la glace et reconnaître que Porto-Novo ne mérite pas ce sort. Mais grâce à notre volonté, à notre engagement et surtout le soutien du gouvernement. Pourquoi vous mettez tout sous le dos du gouvernement? C'est là-bas des projets de... Non, j'ai dit grâce à notre volonté. J'ai personnalisé. J'ai dit vous attendez encore le gouvernement grâce à notre volonté, à notre engagement et au soutien. J'ai dit le soutien du gouvernement après. Ça veut dire que ceux qui propulsent, ceux qui portent ce projet, c'est nous. C'est pas le gouvernement qui... Y a-t-il encore de l'espace à Porto-Novo? Mais attendez, je vais vous l'expliquer. Parce que vous avez besoin d'informations. Oui. On a l'autre sujet, monsieur le maire. Mais l'hôtel de ville de Porto-Novo, quand nous sommes arrivés, nous en avons fait notre cheval de bataille. C'était notre priorité. Les ressources mobilisées, nous nous sommes dit, dans l'ordre de 2,5 milliards, nous avons demandé au groupement d'architectes qui est sur notre projet de nous faire, en tout cas, un redimensionnement de notre projet d'hôtel de ville dans l'ordre de 2,5 milliards. Tout était finalisé. Mais nous avons porté ce projet à l'attention du chef de l'État. Ça veut dire que nous-mêmes, on avait déjà nos ressources. Et nous avions déjà un emplacement. C'était l'ancien site d'Aboku, là où nous sommes aujourd'hui. Mais on a estimé qu'un projet d'une envergure pareille ne saurait se réaliser sans qu'on ne tienne informé la haute autorité. Bien que ce soit parce que Porto-Novo est comme une prunelle de ses yeux. Aujourd'hui, il est très attentif à ce qui se passe. Mais quand on est allé lui porter ce projet, le chef de l'État était très content. Il a apprécié notre démarche, il a apprécié l'initiative et dit vraiment il est temps que Porto-Novo ait un hôtel de ville digne du nom. Du fait que la présidence n'est pas à Porto-Novo, c'est ses arguments. Il dit, mais la présidence n'est pas à Porto-Novo, vous avez l'Assemblée nationale, mais on peut quand même vous aider à avoir un hôtel de ville digne du nom, digne de la capitale du Bénin. Et pour ce faire, de le laisser, il va discuter avec les ministres sectoriels, le ministre du cadre de vie, le ministre du plan, le ministre d'État. Et où est-ce qu'on en est dans les discussions? Je vous le dis. Et puis, le chef de l'État lui-même, c'est lui-même qui a identifié, parce que ce site, nous, on ne pouvait pas, la mairie ne pouvait pas prendre ce site. Vous n'êtes pas sans savoir que Porto-Novo n'est pas grand. Mais le chef de l'État a souhaité que le site qui abritait le camp
Bioguera. Quand on parle de camp, c'est pas qu'il y a, la mémoire n'est pas là, les armes lourdes ne sont pas là, mais c'est les hébergements, les résidences qui étaient déjà vétustes. Donc c'est un gros village au cœur de la ville de Porto-Novo. Il a estimé qu'on peut utiliser maintenant cet emplacement qui pratiquement fait 6 hectares. En tout pour tout, c'est 7 hectares, mais il y a l'église Sainte-Geneviève qui est là. On leur a laissé 1 hectare, et ça a laissé 6 hectares. Le chef de l'État dit, écoutez, mairie, on vous donne dedans environ 2 hectares. On prendra dedans pour construire la nouvelle préfecture et pour également construire les cités administratives, de manière à ce que nous ayons une zone administrative où les usagers n'auront plus à... Tout ça est beau. On en est où, monsieur le maire? Mais actuellement, je peux vous dire que, et tout récemment, vous n'êtes pas sans savoir, le maître d'œuvre, en tout cas, la mission de contrôle a été actée par le gouvernement. Et d'ici juin, le mois de juin, on doit pouvoir faire la remise de site. Vous donnez beaucoup de délai là. Non, je dis, parce qu'à l'étape actuelle, là où nous sommes, il faut reconnaître que l'appel d'offres, le dépouillement est fait. C'est l'attribution. On attend l'adjudicataire de ce marché. Monsieur le maire, on va changer d'axe de discussion. Nous avons encore moins de 10 minutes, 8 minutes très exactement dans cette émission. On va parler de la gouvernance de Patrice Talon. Tellement vous lui avez fait recours que je suis tenté de ne pas vous faire la question, mais officiellement, que dites-vous du bilan de Patrice Talon, 8 ans à la tête du Bénin? Je voudrais vous retourner la question pour vous dire quelle est votre appréciation au regard au moins ne serait-ce que de votre expérience journalistique par rapport au régime passé en 8 ans. On a vu des régimes passés. Moi, je suis à Porto-Novo. Je peux vous dire, je donne juste l'exemple en me calquant, la réponse en me calquant sur l'exemple de Porto-Novo. Je ne veux pas aller à l'intérieur. Je prends Porto-Novo en 10 ans du régime du président Yahi Boni. Nous n'avons eu que le cinquantenaire qui fait à peine 5 km. Nous avons eu après l'Assemblée nationale qui est en pleine démolition à l'entrée de la ville. Et c'est fini. En 10 ans. Je vous mets au défi de me citer encore. Certains vous diront que comparaison n'est pas raison, mais non. Ce qui est en 8 ans aujourd'hui, pour apprécier quelqu'un, il faut comparer. Parce que ça ne compare pas. On sera en train de... Est-ce qu'il ne faut pas se comparer aux élèves excellents et non pas aux élèves médiocres? Non. Mais si vous reconnaissez que le régime passé est médiocre... Je ne l'ai pas dit. Non, mais écoutez, c'est une simulation. Justement. Par syllogisme, vous avez déduit, mais moi je n'ai pas dit... Non, parce que les chefs d'État ont construit le Bénin depuis 60. Non, mais écoutez, aucun régime depuis les années 60 n'a fait le job comme le président Talon. Il n'est pas parfait. Je reconnais qu'il y a des choses. Est-ce que ce n'est pas un discours régimiste? Non, pas du tout. Vous savez, c'est un homme. Au fait, il y a une chose, même si on vous met à sa place, il y en a que vous allez faire de bien, mais il y en a que vous n'allez pas peut-être réussir. Il y a des aspects aujourd'hui qu'on peut lui reprocher au niveau de la gestion. C'est possible. Il n'est pas exempt de reproches. Si on le dit, ça veut dire qu'en réalité, on est dans la perfection. Il est un homme. Il y a des niveaux aussi lui-même. Il essaie de regarder les décisions prises. Il peut se rendre compte que ici, je pouvais mieux faire. Mais quand on regarde, je viens sur Porto-Novo. Quand je prends Porto-Novo aujourd'hui, rien que pour les 8 ans, Porto-Novo, nous avons la nouvelle assemblée, nous avons les infrastructures routières, que vous regardez, ça fait près de 30 km de voies. Asphaltage, c'est ça? Asphaltage, de voies asphaltées. Phase A. Il reste la phase B. Nous avons comment on appelle l'Assemblée nationale. Nous avons l'arène culturelle qui va commencer bientôt. C'est là où on est en train de démolir l'Assemblée nationale. Nous avons le musée international Vaudou. Nous avons le musée romain qui est en pleine rénovation. Nous avons le musée Alexandre d'Attendé. Nous avons la statue et la place Tofa qui est en plein travaux. Nous avons l'hôtel de ville dont je viens de vous parler. Le gouvernement a décidé de nous compléter près de 3 milliards pour faire cet hôtel de ville. Nous avons les marchés. Nous avons les logements économiques. Vous arrivez au niveau de Songaï, vous allez voir. Tout ce que vous citez, c'est qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt là maintenant? Mais tout est touchable. C'est pas qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont tangibles. Je même l'hôtel de vie, dans les années. Non, mais ça aussi est touché. Écoutez, l'hôtel de ville.
tout est lancé. Je vous ai dit que dans les tout prochains jours... Ce n'est pas le cas, par exemple. Non, mais écoutez, d'accord. Si on prend par exemple on a vu les effets. Écoutez, en 8 ans. Donc, laissons. Non, il n'y a pas de souci. Puisqu'il s'agit de nous, notre hôtel de ville. C'est nous, notre hôtel de ville. On a dit tout à l'heure que tous les Béninois sont pas c'est l'hôtel de ville des Béninois, mais c'est nous qui portons l'hôtel de ville. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement nous vient en appui. Donc, laissons. On veut apprécier la gouvernance du chef de l'État pendant les 8 ans. Laissons l'hôtel de ville. Et le reste, est-ce qu'on ne peut pas toucher? Donc en 8 ans, Porte-Novo a changé de visage. Mais monsieur Aounou, je voudrais que vous fassiez la fierté du nom que vous portez. Non, mais moi je suis journaliste ici. Oui, je sais. Considérez-moi comme journaliste. Mais je vous considère comme journaliste. Comme journaliste. Dites-moi, quand vous venez voir les parents... Il ne pourra pas vous répondre. Répondez, monsieur le maire. Oui. Mais je vous dis, on est fiers. Oui. Porte-Novo a changé. Les 8 ans, quand on ne serait-ce que Porte-Novo. Et ça, c'est ce qu'on peut toucher, tangible. Mais il y a tout ce qu'on a pu réaliser aussi qui est intangible. Les services numériques, tous les services que nous donnons aujourd'hui, que le gouvernement donne, ou de ta chambre, tu peux avoir tout ce que tu veux comme acte. Mais quand même, reconnaissons les efforts. C'est vrai qu'au-delà de tout, on va simplement dire, c'est parce qu'on a fait. Dieu fera, la fin aussi va partir. Et on verra après ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que, en quelque sorte, le président Talon ne rend pas un peu paresseuse les communes? Parce que quand vous citez tout ça là, rien que pour la commune de Porte-Novo, je me demande, mais vous-même, en tant qu'autorité locale, ce que vous faites finalement. Est-ce qu'il y a d'État sans les communes? Il n'y a pas d'État sans les communes. Ce que l'État fait, ça doit être sur un territoire. Fut-il, disons... ou fut-elle la commune de Porte-Novo, la commune de Cotonou, la commune de Calavi. Il y a ce qui est du champ régalien de l'État. Mais il y a ce qui est des domaines de compétences. L'État n'a pas tout délégué. Est-ce que c'est pour cela que quelques rues de Porte-Novo sont encore ensablées par mais je vais vous dire, écoutez, la compétence de qui, clairement, nous avons parlé des voies. Venez à Porte-Novo, c'est pas le gouvernement qui fait toutes les voies que vous voyez à Porte-Novo. Dans le cadre du projet Porte-Novo, ville verte, nous avons pavé des voies. Nous avons même des Porte-Noviens, on la dent dure contre vous sur ce sujet. Non, mais comment le vieux Porte-Novo est en griffe délaissée par ville verte qui est terminé. Non, pas du tout. Pas du tout. Le projet est terminé. Parce que pour qui connaît cet endroit, par le passé et aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a une nette transformation. Bien au contraire. Moi, je suis surpris même de vos sources là, monsieur William. Je suis très surpris. Je ne sais pas qui sont vos informateurs. Ce sont des Béninois, des Porte-Noviens. Mais c'est vague. Mais ça ne me convainc pas parce que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, allez faire un micro-trottoir dans la zone et renseignez-vous. Nous avons éclairé des voies, nous avons verdi, nous avons tout suivi. Toutes les voies. Tout le vieux Porte-Novo peut se projet. Non, pour tout le projet asphaltage, le projet Porte-Novo Villette, nous l'avons fait. Mais en dehors de ça, nous avons pu négocier aussi avec des mécènes qui ont accompagné la ville dans les projets de pavage, en fait, de façon bilatérale, nous l'avons fait. Aujourd'hui, vous allez dans la zone de Akoramoué, et c'est le lieu de remercier le vieux Rundayon qui nous a appuyés, et dans Rundayon Antoine, qui nous a appuyés. Nous avons fait des kilomètres de voies pavées, asphaltées, pavées de clôture, on a asphalté. Allez, et bientôt, nous sommes en train de les éclairer et de les verdir. Monsieur le maire, c'est pas le gouvernement qui fait tout. Monsieur le maire, on joue notre partition. Je voudrais vraiment préciser. Vous allez certainement tenir ce discours-là très prochainement ou dans quelques heures à l'occasion de cette tournée que la mouvance entreprend, n'est-ce pas, pour aller expliquer aux populations ce qui est fait et tout. Comment ça se prépare là-bas dans votre zone? Mais ça se prépare très bien et comme vous le savez, du 28 au 5, nous serons sur le terrain parce qu'on ne laissera pas la place aux détracteurs. Bienvenue la propagande pour deux bonnes années. Non. En attendant, écoutez, vous renoncez à vos convictions de départ. Nous voulons assumer ce que nous avons fait. Ce n'est pas de la propagande. Dans l'Atakora, on a écouté les maires, à Cotonou ici, les maires de l'Atlantique ou du littoral, je ne sais pas. Et demain, les maires de l'Ouémé aussi vont dire, nous-mêmes là, on est fiers de ce qui est fait. Demain, je vous informe. Une déclaration. Demain, nous-mêmes là. Mais écoutez, les autres le font. Mais il faut être reconnaissant dans la vie. Parce que c'est son job, c'est le job du PR. Il a accepté développer le pays. C'est son job, c'est vrai. C'est son job. Mais contrairement à ce qu'on a connu par le passé, on ne fait pas de marche. Mais
Au moins. Ça a commencé. Hein. Mais ça peut commencer, c'est normal. Donc, bonjour, la propagande. Écoutez. 8 ans pour travailler et 2 ans pour distraire. Mais est-ce que vous pensez que nous ne continuons pas à travailler? Non, je n'ai pas dit ça. On a des chantiers qui sont en cours. Mais un peu de propagande pour aider. Écoutez, il faut être fier. Quand vous ne faites pas du marketing, vous aussi ici, là, si vous ne faites pas du marketing, ce que vous faites de si bien, qui le saura? Et pourquoi aviez-vous décidé de ne pas marketer? Non, mais on le fait. Pendant 8 ans. Non, on était au début. Vous savez, c'est une question de stratégie. Vous savez, si vous n'avez rien à vendre, calmez-vous d'abord. On a pris du temps pour consolider, pour réaliser, pour construire des choses que la population ne peut pas construire. Les politiques seront contents. Là. Non, mais écoutez, aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas les autres qui le feront à notre place. Si nous-mêmes, là, on dit souvent, et quand vous ne vendez pas pour vous, ce n'est pas pour un concurrent. Charlemagne Nyakoti, cette émission est à son terme. Je regrette parce que j'ai tellement dit, et je voudrais, mon cher William, cher Franck, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est vrai que sur la question de la réforme, on n'a pas eu le temps d'éplucher certains aspects. Je regrette beaucoup. Parce que vous m'avez pris d'assaut sur des questions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ce qui concerne mon collègue et consort. Mais je voudrais vous dire que, en tant que membre de la mouvance présidentielle, maire de la ville de Porto-Novo, je voudrais vous dire toute ma fierté par rapport à ce qui se fait dans notre pays. On a parlé du Niger. On pensait aborder la question, mais on ne l'a pas fait, on ne l'a pas abordé. Et malheureusement, nous constatons que nous avons des compatriotes qui ne sont pas patriotes. Au-delà de tout, je voudrais vous dire toute ma fierté au regard de tout ce que le gouvernement fait. Et le chef de l'État mérite aussi, c'est un homme. C'est un homme qui est sensible à un certain nombre de choses. Vous savez, lorsque vous vous sacrifiez, vous perdez le sommeil, vous vous évertuez à mieux faire. Mais ceux pour qui vous faites tout ça, on se rend compte qu'on vous jette de la pierre pendant que vous tuez. Ça fait mal. Moi, je suis maire. Je suis en miniature dans sa position. On sait ce qu'on vit. C'est facile d'être dans des positions comme les vôtres. Et ce ne sont pas les nôtres, ce sont celles des Béninois que nous rapportons. Nous gérons une petite portion d'autorité, en tout cas. Non, je sais. Aussi vous devriez vous rendre compte que ce n'est pas facile de gérer. Donc, du coup, je voudrais saisir votre occasion pour dire toute notre fierté d'accompagner ce gouvernement, d'accompagner le chef de l'État et dire au chef de l'État de tenir bon, de savoir que c'est vrai, c'est pas facile. Tout ce que nous observons, il le sait mieux que nous aussi. Mais nous notre devoir, c'est de nous battre pour qu'ils se sentent vraiment accompagnés par les soldats. Et c'est pour cette raison que déjà à partir du 28, on sera sur le terrain et nous voulons inviter la population à sortir massivement pour écouter les réalisations dans leur localité et pour prendre le relais et en être témoin et défendre, parce qu'il n'y a que eux pour défendre nos acquis. Il est le maire de la commune de Porto-Novo, Charlemagne Nyakoti. Merci d'être venu sur Zone Franche ce dimanche. Merci à vous, Franck Aounou. Merci à toute l'équipe de réalisation. À dimanche prochain.